Souvent, quand on essaye de manipuler les chiffres ou de dire des chiffres, ceux-ci ne sont pas toujours factuels. Si je vous dis 360, je vous assure que ce chiffre est représentatif. Voir à 360 degrés pour avoir le bon regard sur l'actualité, c'est ce que font les membres du CNTFCH en mettant leurs connaissances en commun. 360 minutes, cette fois-ci, c'est le temps qu'il nous faut pour un mois afin de vous tenir informés de vos droits et de les faire valoir, débunker l'information, réapprendre la démocratie et communiquer sur l'avancement du CNT. 30 minutes d'émission, 3 fois par semaine et cela 4 fois dans le mois. Le compte est juste. Bonsoir messieurs, dames qui êtes au rendez-vous et bonsoir également à nos chroniqueurs Philippe, Bruno et Martine. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous. à Martine qui exceptionnellement est avec nous ce soir, non pas pour nous traiter un sujet dont elle a le secret, mais pour rebondir avec nous sur les informations que nous manipulons. Alors ça c'est très bien. Moi ce que je voudrais simplement en introduction dire, c'est une petite anecdote comique ou quasi comique qui nous dit quoi? Que le réchauffement climatique a perturbé par des tempêtes de neige le déplacement des gens de la COP 28 qui justement venait traiter du réchauffement climatique et qu'ils ont été bloqués dans des avions, voilà, à différents endroits. En tout cas que les trajets ont été perturbés par les tempêtes de neige qui les bloquaient. Voilà. Alors c'est assez comique de voir que ces gens se réunissaient pour parler du réchauffement de la planète et qu'ils sont coincés par les neiges. Voilà ce que ma première remarque. Et puis je voulais rebondir à nouveau sur ce qui est arrivé à Monsieur Dupond-Moretti, donc qui a été relaxé des accusations qui lui étaient portées, à savoir la prise illégale d'intérêt. Alors, si on lit un peu plus loin le jugement, donc il est bien stipulé qu'il y a eu prise illégale d'intérêt. Ah bon, alors dans ces cas-là, on se dit, il en a pris pour combien? Il en prend pour zéro, il est relaxé parce qu'au moment des faits, il n'était pas conscient d'être en prise illégale d'intérêt. Alors, ça, c'est la manipulation du droit tel que nos gouvernants la font aujourd'hui, se servent du droit de cette façon-là. Et je pense que il va falloir qu'on révise la manière de faire du droit, me semble-t-il. Petite Voilà. question Philippe, si jamais moi j'étais en conflit d'intérêt et que je sois jugé, penses-tu que je pourrais dire la même chose peut-être? Alors, quelque chose me dit que non, et il faut repenser à La Fontaine, selon que vous serez puissant et misérable, vous aurez évidemment des résultats juridiques différents. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué, je dirais même qu'on a régressé en la matière. Voilà. D'accord, très bien. On va laisser la parole à Bruno qui a du positif à à nous annoncer. Et oui, Sylvain, et oui, Philippe et Martine. Rebonsoir à tous et à toutes. Alors, depuis mon studio roulant, là, je suis dans ma voiture où j'ai circulé quelque part en France et j'ai vu quelque chose d'intéressant dans le sens où apparemment certaines choses qui ont été proposées déjà depuis un certain temps apparemment portent leurs fruits. J'ai vu un rond-point du côté de Perpignan, dans les Corbières, où au lieu d'avoir des cailloux ou de l'herbe, eh bien, les gens du coin ont planté de la vigne. Il y a une centaine de pieds de vigne libres sur le rond-point. Donc, ça montre que finalement, il y a des idées qui font leur chemin, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de mettre à disposition de tout un chacun soit des jardins, soit notamment là, comme on l'a vu, comme on vient de dire, des pieds de vigne, mais en tout cas la possibilité de permettre à des gens de se nourrir d'une manière libre. Et ça se fait déjà dans certaines communes, notamment du nord de la France, et j'ai été surpris de voir que du côté de Perpignan, il y a eu donc ce rond-point sur lequel est plantée de la vigne et la vigne est entretenue. Alors je ne sais pas si elle est entretenue par les vignerons du coin ou si c'est par la mairie, mais c'est quelque chose qu'il faut relever et qui pourrait servir d'exemple un petit peu partout dans le pays. Alors pour finir par rapport à ce que tu disais Philippe, c'est vrai qu'on a eu à l'époque de Fabius les responsables mais pas coupables, donc maintenant c'est encore une nouvelle version du droit que ces messieurs de l'oligarchie ou ces dames constate et finalement utilise pour se sortir du pétrin. Et ça a été dénoncé beaucoup par notamment une personne que certains connaissent ici, qui s'appelle Christine de Guéjoncourt, qui était la fameuse maîtresse de Roland Dumas et qui maintenant est passée totalement dans le camp des complotistes. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces messieurs et ces mesdames de l'oligarchie, eh bien, arrivent toujours à s'en sortir.
Et comme tu disais, Philippe, la fameuse maxime de La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable. Oui, c'est une très bonne nouvelle que voir des pieds de vigne, effectivement, dans les ronds-points. Avant, on y voyait plutôt des chauffards, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je vais vous proposer, c'est de regarder l'actualité en images. Les élites sont-elles toutes corrompues? C'est Charles Gaffe qui va nous donner la réponse. L'actualité en images, c'est tout de suite. Est-ce qu'on peut encore penser que notre chef de l'État, Emmanuel Macron, cherche l'intérêt de la France? Ah ben non, ça c'est quelque chose de, j'ai beaucoup écrit aussi là-dessus, c'est quelque chose qui est très net. C'est que tous les gens qui sont au pouvoir, Johnson en Angleterre, Macron, l'Allemand, tous, le président américain, etc., c'est une erreur considérable de penser qu'ils cherchent le bien commun. Ils ont été mis au pouvoir par une espèce de clique criminelle qui a pris toute une série de pouvoirs partout dans le monde qu'elle ne mérite pas d'ailleurs, elle n'a pas été élue pour ça. Et ces gens-là gouvernent pour cette mafia, pour le compte de cette mafia, pour enrichir cette mafia. Le peuple, ils ont vraiment rien à foutre. Donc la première des choses qu'il faut dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus gouvernés du tout par des gens qui cherchent le bien commun, mais pas du tout. La mafia, c'est quoi? C'est Davos? On peut dire que c'est Davos? Bon, c'est un monde qui avait été très bien décrit par un écrivain américain qui s'appelait Huntington, qui avait fait dans son dernier livre, qui était très remarquable, qui s'appelait Qui sommes-nous, quoi, et dans lequel il décrivait la montée d'une espèce de classe hors sol qui avait été dans les mêmes universités, qui avait été partout ensemble, qui se voyaient à Londres, qui se voyaient à Saint-Tropez, qui se voyaient dans les Hamptons, qui se voyaient un peu partout. Et tous ces gens-là, en raison de la mondialisation qu'il y a eu, certains d'entre eux sont devenus immensément riches. Et ils font l'erreur absolument monstrueuse de penser qu'avoir gagné de l'argent, ça veut dire qu'ils sont intelligents et capables de gérer le monde. Ça, c'est strictement rien à voir. Je connaissais mon père, qui était l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie, il n'a jamais gagné un coup de sa vie, il s'en foutait. Il y avait quand même tout le monde dans le monde entier, des tas de gens qui étaient puissamment intelligents, qui étaient dévolus au bien commun, si vous voulez, et qui, pour gagner de l'argent, c'était complètement superflu. Mais complètement superflu. Il y avait toute la haute fonction publique française, les Guillaume, etc. à l'époque. J'imagine qu'il est mort, je sais pas quand il est mort, mais il a dû mourir quelque part dans une petite ville du Sud avec son fond de sous. Il n'avait pas travaillé toute sa vie uniquement pour gagner de l'argent. Oui. Pierre Guillaume. Pierre Guillaume, c'est un type étonnant. C'était le patron du service secret français, il y avait l'industrie populaire. Il y avait Philippe Lamour, il y avait toute une série. C'était des moines soldats. Ouais. Et puis, ces moines soldats ont été remplacés, c'est en général étaient des corps d'amis, d'ailleurs, c'est-à-dire des polytechniciens corps d'amis, qui ont été remplacés par des inspecteurs des finances véreux, après l'arrivée de Giscard et de Mitterrand. Et surtout, beaucoup plus nombreux dans les cabinets ministériels. Et cherchant à s'enrichir. Voilà. En pliant l'État français, on l'a bien vu dans l'affaire Alstom. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu un remplacement qualitatif du monde de la haute administration. On peut dire qu'on veut, mais c'est dans le temps, la politique, ça a toujours été vaguement corrompu, ou même assez corrompu. Mais le monde des hauts fonctionnaires, à l'époque de mon grand-père, par exemple, mon grand-père, c'était un monde qui était quand même bien droit dans ses bottes, il n'y avait pas de problème. Oui. Et puis, depuis les années Giscard et les années Mitterrand, cette classe est devenue profondément corrompue, ce qui est une nouveauté en France. On a rarement eu la haute administration corrompue en France, qui était une des forces de la France. Et ben maintenant, c'est fini, on est aussi corrompus que les copains. Et alors, ils sont corrompus, mais ils sont paradoxalement hostiles à l'État et partout, ils réduisent son influence. Ils réduisent pas son influence, ils créent des espèces de délégations de pouvoir que l'État leur accorde. Je sais pas, par exemple, pour faire des éoliennes, j'en sais rien. Oui. Mais ils se débrouillent pour prendre le pouvoir de l'État pour s'assurer qu'eux, ils perdront jamais d'argent. C'est ce qu'ils appellent le capitalisme de connivence. Donc, ils pillent l'État sans prendre de risques. En bon français, ça s'appelle du vol. Quelle belle analyse, quel beau discours, quelle belle personne. Ah oui, poussons-les, hein, vraiment, parce que il se cache pas derrière son petit doigt, comme on dit, hein, il envoie. C'est complètement corrélé avec tout ce que nous savons déjà par ailleurs. D'autres personnes comme lui, mais qui ne lui arrivent pas à la cheville, essayent d'envoyer la bonne parole à travers le monde, mais voilà, c'est pas aussi percutant que ce que dit Monsieur Gave, dont on sent la culture économique bien sûr, et politique aussi, et qui va droit au but, et qui ne tourne pas autour du pot, et qui sait prendre des exemples simples pour se faire comprendre. Et ils sont pas si nombreux que ça. Donc bravo à lui, merci. Il donne des explications très cohérentes
pour comprendre ce qui se passe au niveau de la précarisation des populations, des populations à tous les niveaux, je dirais tant au niveau populaire qu'au niveau de la classe moyenne, où les choses s'effondrent de plus en plus. Je voudrais simplement dire une chose, il fait froid quand même, ça commence à vraiment à faire froid. Eh bien, je suis allée dernièrement chez une famille amie qui habite des HLM et qui me parlait aussi d'autres HLM. Ça ne concerne pas simplement un immeuble, mais c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Je suis dans le Lyon 8e et qui disait que c'était la première année où on chauffait pratiquement pas au niveau des HLM. C'est ce qui fait que la famille a froid. Il y a des moments où ça chauffe et après il fait vraiment froid, tant de jours, tant de nuits, ce qui crée bien entendu des états de santé un peu précaires avec des rhumes, des grippes et qui touche tant les enfants que les personnes âgées, que les personnes, les mamans à demeure, etc., etc. Alors je crois que face à ça, c'est important de rêver grand. De rêver grand, pourquoi parce que devant cette mafia corrompue qui tient les rênes au niveau de la France et pas que, au niveau du monde, c'est par la volonté déterminée de développer nos rêves qui sont des rêves de partage des richesses. On est maintenant à peine 10% de la population qui maintient plus de 90% des ressources dans le monde, donc on voit ce que ça veut dire, et qui puisse aussi mettre en place une justice sociale où le peuple soit souverain et détermine justement une véritable démocratie. Et je crois que c'est un des grands projets du CNT-FCH dont on va débattre maintenant et que c'est très très important d'aller de plus en plus loin, de se démarquer de tout ce qui peut être élite, parce qu'on voit comment les élites sont fondamentalement corrompues à travers le monde entier. Je suis complètement d'accord avec toi, Martine. Effectivement, il y a des champs qui ne chauffent pas. Je suis dans la même situation. Je suis dans une résidence avec un vis-à-vis de 30 mètres avec l'immeuble d'en face où on voit les sorties donc des chaudières et il n'y a pas de condensation qui sort ou très très peu. Sur tout l'immeuble, il y en a pratiquement pas. Donc évidemment, les gens ne chauffent pas. Alors notre sujet de ce soir, on va s'interroger sur qui pilote le CNTF-CH. Alors déjà, qu'est-ce que le CNTF-CH? Conseil national de transition français, canal historique. Alors oui, Sylvain, tout à fait. Alors en fait, qui pilote le CNTF-CH? Beaucoup de gens se posent la question parce que le CNTF-CH n'est pas un parti politique, n'est pas une secte, n'est pas non plus une milice. C'est quelque chose c'est une entité de droit international et qui est censée appliquer les règles totales de la démocratie, de la vraie démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et comme l'a dit si souvent notre ami Iota Angelaki, cette vraie démocratie a existé il y a 2500 ans en Grèce, à Athènes, et on a vu ce que ça a donné parce qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est la base de toute notre civilisation. C'est ce qui a permis à l'époque au peuple de réussir avec une créativité extraordinaire à illuminer la planète par ses découvertes et par sa philosophie. Donc, le Conseil national de transition français, canal historique, n'a pas de chef, n'a pas de gourou ou de dictateur. Il est composé d'un certain nombre de personnes qui sont devenues des membres de l'association et d'un comité d'installation qui est composé d'environ une douzaine de personnes, qui sont tout simplement les gens qui ont le plus agi, qui sont les plus actifs au sein du Conseil national de transition français, canal historique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 12 ou 13 personnes? Est-ce que ce sont des leaders? Est-ce que ce sont des chefs? Est-ce que ce sont des gourous? Absolument pas. Tout le monde a un ego. Tout le monde peut utiliser son ego. Et dans la démocratie, l'utilisation de l'ego de chacun sert au groupe. C'est-à-dire que pour toute décision qui est prise par le comité d'installation, il y a un vote qui doit être réalisé par tous les membres, présents ou non présents, à 67%. À partir du moment où il y a une proposition qui est faite, soit par un membre, soit par un des membres du comité d'installation, eh bien cette décision doit être actée et votée par tous les membres du comité d'installation à un montant d'environ de minimum de 67%. Alors, comme tu parlais de La Fontaine, Philippe, tout à l'heure, je pense souvent au lièvre et à la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions que nous menons, nous en avons mené beaucoup depuis 3 ans,
On a commencé par envoyer des sommations à l'époque aux grands patrons de l'oligarchie, entre guillemets, c'est-à-dire les responsables qui travaillent directement sous les ordres des grands chefs de l'oligarchie européenne. Et puis, nous avons ensuite envoyé des sommations à 6 ministres qui ont porté leurs fruits parce que on a su que ça a permis de freiner un certain nombre de mesures liberticides, juste les freiner, malheureusement. Alors, quoi faire maintenant ? Quelle action peut être faite au niveau du Conseil national de transition français Canal historique? Son rôle, c'est informer, informer et toujours informer. Mais informer qui? Il ne faut pas se tromper de cible. Nous avons déjà informé l'oligarchie au plus haut niveau. Nous avons vu les résultats. Évidemment, quand quelqu'un ne veut pas voir, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et tous les membres vraiment qui participent et qui sont plus ou moins complices je dirais, du système proposé par le soi-disant nouvel ordre mondial, il ne faut pas s'attendre de leur part à beaucoup de réponses. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils changent de position parce qu'ils sont tous liés entre eux et ils ont, je dirais, peur énormément de perdre leur poste ou de perdre leurs privilèges. Comme je dirais par exemple dans l'armée, si nous nous adressons aux généraux, en général ce n'est pas eux qui font les changements. Parce que les généraux, eux, sont grassement payés, ils sont dans leur bureau tranquilles, alors que les simples soldats ou les sous-officiers ou les officiers de niveau moyen, eux, c'est eux qui font tout le boulot. Et dans la vie en société, c'est la même chose. Actuellement, nous avons une classe moyenne dont tu as parlé, Martine, tout à l'heure. Cette classe moyenne, c'est elle qui prend tout dans la figure. Cette classe moyenne, elle est censée obéir à l'oligarchie. Elle prend les taxes, elle prend les impôts, elle n'a pas droit à des aides étant donné qu'elle gagne un peu plus que le niveau de la pauvreté. Elle se prend tout dans la figure et elle connaît le système parce qu'elle vit dans le système. Que ce soit les commerçants, les artisans, les professions libérales, les petites entreprises, petites moyennes entreprises, on ne parle pas du CAC 40, ceux qui payent pour tout le monde, la vache à lait, eh bien ce sont les classes moyennes. Dans la justice aussi, comme le dirait notre avocat Maître Z, dans la justice, les juges devraient bouger, devraient répondre, devraient agir contre notamment la forfaiture de 2008 où le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Mais qui va bouger? Est-ce que les grands procureurs? Est-ce que les présidents de cour d'assises vont bouger? Non, les petits juges peuvent bouger. Ceux qui sont, je dirais, dans la classe moyenne, eux sont conscients de ce qui se passe. Eux supportent les ordres reçus d'en haut, directement, de plein fouet. Donc c'est la classe moyenne qu'il faut toucher. Alors, comment informer les choses? Comment informer les gens? Comment informer le peuple? Eh bien, pour tous ceux qui nous écoutent, nous avons, nous, sur notre site, des documents par centaines. Nous avons travaillé pendant des années pour mettre en place une structure, pour mettre en place un programme que tous les lanceurs d'alerte n'ont pas. Et ce programme, il est destiné à mettre en place la transition. Donc, il faut informer le peuple. Comment informer le peuple? Eh bien, chacun à son niveau a la possibilité d'agir de différentes façons. On peut ouvrir une page sur les réseaux sociaux, notamment sur VK qui est beaucoup plus libre et moins censuré que Facebook. On peut diffuser des documents comme ceux que nous avons sur le site, des documents qui nous permettent de lutter contre les lois liberticides, des documents juridiques, et aussi la présentation publique du programme et de la structure du Conseil national de transition français Canal historique, qui peut être diffusé par email, qui peut être diffusé en communiquant un lien vers notre site, qui peut être aussi transmis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur VK, et comme nous le faisons nous ici, nos émissions qui peuvent être revues, qui peuvent être vues en replay en allant sur Cobunker et aussi sur TikTok et aussi sur d'autres réseaux que nous diffusons partout. Donc, Sylvain, tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que je propose à nos auditeurs, si ceux-ci veulent faire un petit peu de résistance avec le CNT, eh bien, ils peuvent copier aujourd'hui donc nos émissions, hein, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Clubbunker, et les reposter eux-mêmes sur leur réseau s'ils en ont envie. Alors, il y a des tas de façons d'agir. On peut envoyer des courriers recommandés
à des gens qui font partie de l'oligarchie en espérant qu'ils vont bouger. En général, on n'y croit pas trop parce qu'ils sont pris, comme je le disais tout à l'heure, ils sont pris dans le système. Par contre, les professions libérales, les lanceurs d'alerte, les gens qui sont des intellectuels d'un certain niveau, comme nous avons dans notre maintenant, comme parmi nos membres, toutes les personnes qui font partie de la classe moyenne et qui ont pris conscience de ce qu'ils subissent venant soi-disant d'en haut, eh bien ces gens-là, c'est eux qui font marcher le pays. Il ne faut pas oublier que ce sont les petites entreprises, que ce sont les petits commerçants et pas le CAC 40 qui font la richesse d'un pays. Donc à partir du moment où toutes ces personnes-là vont être visées, toutes ces personnes-là vont être informées et vont prendre conscience de ce qui se passe, là les choses vont pouvoir commencer à bouger. Et tout le monde sait que l'armée, pour nous protéger, comme elle doit le faire d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'attend qu'une seule chose, c'est que le peuple dise « ça suffit ». Comme ça s'est passé, notamment il y a 50 ans au Portugal, comme ça s'est passé aussi à l'époque de Ceausescu, donc en Roumanie, eh bien, le peuple s'est levé et la dictature est tombée comme un fruit pourri. Donc, qui pilote le CNTF-CH? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui sont tout simplement des personnes issues du peuple, des personnes qui ont agi, je dirais, un peu plus que les autres, donc qui se sont impliquées au comité d'installation, et qu'ils soient présents ou pas, qu'ils se réunissent ou pas, ils doivent toujours garder l'esprit commun d'unité. C'est l'esprit commun d'unité qui fait la force dans une démocratie. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. J'ai été un petit peu long, mais c'est important de le rappeler à tous et que chacun des membres qui nous écoutent fasse ce qu'il peut faire à son niveau. Il y a des tas de façons de communiquer, il y a des tas de façons de diffuser. Quelqu'un qui parle à son voisin, qui parle à son voisin, qui parle à son patron, à son chef d'entreprise, qui parle aussi à sa famille. Et on fait ça des milliers de fois et à partir de là, le peuple est informé. Et c'est déjà ce qui se passe parce qu'on constate souvent que des sujets que nous développons dans nos émissions ou que nous avons publiés dans certains documents, eh bien, sont repris même quelquefois dans les grands médias. Voilà ce que je voulais dire. C'était important de le dire et tu l'as très très bien fait. Merci Bruno. Je crois que nous allons entendre Philippe. Oui, merci. Oui, je voulais juste compléter ce que dit Bruno, parce qu'il y a plein de choses à dire en la matière. C'est de transformer chaque membre du comité d'installation, les membres qu'on a cités, en relais et qui consiste à dire lève-toi et marche, quoi. C'est-à-dire, il faut aller voir les gens, leur expliquer, s'assurer qu'ils ont compris, éventuellement contrôler qu'ils ont compris, et puis leur dire, bah, désormais, tu es aussi un enseignant, lève-toi et marche, et va porter la bonne parole. Alors, c'est plus de l'ordre du religieux que du politique. Alors, on sait déjà qu'on n'est pas dans le politique, puisque nous décidons de ne plus faire appel aux politiciens professionnels. Donc on est dans une forme de logique du bien commun, comme le citait tout à fait bien d'ailleurs tout à l'heure Charles Gave. Et dans la logique du bien commun, effectivement, on fait en sorte que le voisin qu'on a convaincu d'un certain nombre de choses, eh bien, soit lui-même porte-parole d'une idée qui est finalement, elle n'est pas si nouvelle que ça. Qui finalement a été déjà développé il y a 2500 ans avant Jésus-Christ et qu'il est peut-être temps de remettre au goût du jour justement, puisque plutôt que de parler du faire de comme avant en remplaçant quelques têtes, eh bien il serait plus intéressant de faire du différemment et de se mettre à la véritable démocratie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et il y a aussi autre chose qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a certains maires de France, je dirais même un certain nombre de maires de France sont, et là je me permets d'être d'affirmatif, tout à fait ouverts à l'idée de ne plus être associés à un conseil municipal qui est élu avec le maire traditionnellement en France, mais tout simplement de répondre avec une assemblée populaire qui s'autoproclame et qui devient en quelque sorte procureur pour tout ce qui est de choses à juger. Alors, imaginez une assemblée avec un procureur et des procureurs, puisque ce sont des procureurs, qui vont décider de certaines choses, et y compris au niveau de la justice locale. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui va probablement être boosté. Donc voilà, donc on travaille aussi à ce genre de choses, puisqu'il y a tant de choses à changer également dans la justice, également dans l'armée, qui devrait à un moment donné oublier son obligation de réserve pour ouvrir les yeux, tout simplement, et se rappeler au bon souvenir de l'intérêt du peuple dont elle est chargée tout de même, en tout cas de sa sécurité. Pareil pour la gendarmerie, où c'est encore un peu plus précis. La gendarmerie agit dans l'intérêt du bien commun également et protège le peuple. Donc voilà par où il faut commencer. Alors c'est pas forcément par le haut, c'est pas en allant à l'Élysée, en tapant sur des casseroles à l'Élysée qu'on va obtenir ce qu'on veut.
C'est plutôt en allant dans des mairies qui sont acquises à un certain nombre d'idées progressistes, que rien n'empêche de mettre en œuvre et dont le résultat sera mesuré assez facilement et dont nous disons nous par avance qu'il sera positif et qu'il sera le vecteur d'un véritable changement dans ce pays et dans d'autres. Alors, Philippe, c'est vrai qu'on peut parler des maires, et là aussi, on revient sur ce qu'on disait sur la classe moyenne. Ce sont en général les petits maires, des petites communes qui vont prendre conscience le plus rapidement du besoin de démocratie. Parce que les grands maires des grandes villes, eh bien, ils font partie de l'oligarchie, tout simplement. Alors que les petits maires, ils gagnent pas grand-chose et ils se prennent dans la figure tous les emmerdements. Et c'est important de comprendre ça parce que à partir de là, que ce soit au niveau même interne du Conseil national de transition français canal historique, il ne faut pas retomber dans les pièges de l'oligarchie, c'est-à-dire vouloir imposer une idée sans l'accord de tout le monde, de vouloir agir comme si on était encore dans un système oligarchique. Ce qui fait la différence énorme entre oligarchie et démocratie, c'est que dans les démocraties, quand il y a une vraie démocratie, les idées, elles sont normalement débattues par tous et il y a un vote, comme nous avons décidé, qui sera toujours à 67%, ce qui donne une véritable majorité et pas 50 ou 51%, ce qui crée énormément de problèmes, notamment dans le système républicain actuel. Oui, je voudrais revenir aussi rapidement sur nos représentants actuels politiques, la Chambre, le Parlement, les parlementaires, nos parlementaires que nous élisons, n'est-ce pas? Alors il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire le bon, c'est qu'il y a des personnes qui sont capables de dire il y a quelque chose de pourri au royaume des parlementaires, quoi. Voilà, il y en a un certain nombre, ils sont pas nombreux, parce que normalement pour être parlementaire, il faut en croquer, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'il faut participer à la fête. Et la fête, c'est quoi? Bah, ce sont des partouzes à 3 heures du matin, ce sont des parties avec de la drogue à 3 ou 4 heures du matin également, auxquels sont conviés régulièrement les nouveaux entrants parmi les parlementaires, sachant que certains anciens sont tout à fait habitués à la chose et servent de rabatteurs en quelque sorte pour les nouveaux arrivants qui croient à la politique, qui ont des croyances, qui ont des valeurs et qui se font aborder comme au coin d'une rue par un vulgaire dealer qui leur dit voilà, à tel endroit machin il se passe ça avec telle fête et ça va être bien, etc. Il est évident que ce genre de choses ne facilite pas l'épanouissement intellectuel et la croissance normale du cerveau, je dirais. Et ce qui peut expliquer, à mon avis, que parmi les quelques 12 000 lettres recommandées que nous avons pu envoyer à un certain nombre de ces personnes, que ce soit des parlementaires ou d'autres fonctions, eh bien, nous n'ayons reçu quasiment zéro réponse, parce qu'ils sont bien embêtés pour nous répondre par rapport à des faits, par rapport à des écrits précis, et la seule réponse possible, c'était la non-réponse. Voilà. Donc, on va essayer de trouver des parades à ce phénomène de non-réponse, et surtout, on va essayer de se rapprocher des quelques parlementaires qui ont le courage de donner leur nom, et on va le répéter ici, c'est une certaine Madame Josso, que je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas de quelle région, dans quelle circonscription elle est, mais qui a expliqué qu'elle s'était fait aborder comme ça, comme au coin d'un bois, à la buvette du Parlement. Donc, il se passe des choses là-bas et ils sont en train de dégrader leur cerveau, ils sont en train de dégrader la France, ils sont en train de dégrader ce pays, de nous dégrader. Et il est grand temps, véritablement, de passer des constats à l'action. Alors l'action, on a déjà expliqué ce que c'était. C'était pas forcément d'enfoncer des grilles. On sait très bien qu'ils ont les armes, pas nous. On sait très bien aussi que nous ne pourrons pas faire grand-chose sans l'aide et la prise de conscience de la part des militaires, ça c'est clair. On sait aussi qu'il y a dans le monde, pas simplement en France, mais des choses qui ne tournent pas rond, notamment au niveau des vaccins, au niveau de tout ce qui concerne les injections diverses et variées dont on apprend tous les jours que ce sont des boîtes à chagrin, ces injections. Quand je dis boîte à chagrin, ça veut dire qu'on découvre les conséquences néfastes tous les jours. Voilà. Alors courage à ceux qui ont déjà été injectés, et puis pour les autres, on les encourage à faire très attention sur ce qu'ils se font mettre dans les veines, comme on dit. C'est vrai pour les drogués, mais c'est vrai aussi pour les vaccins. Tu parles des parlementaires tout à l'heure, Philippe, en disant qu'ils en croquent, mais ne sont-ils pas mouillés aussi un petit peu, ce qui leur éviterait justement de pouvoir dire quoi que ce soit, quoi? Alors, bien sûr qu'il y a forcément des phénomènes de corruption. On est en République, n'espérons pas trop de la vie, comme on dit. On est quand même en République, qui est le modèle par excellence de la corruption. Mais il y a eu comme le disait très bien Charles Gave d'ailleurs, il y a eu des limites qui n'ont pas été dépassées jusqu'à l'époque de Giscard-Mitterrand. Et à partir de cette époque, ça a été un peu la fête, quoi. Ça a été, et depuis, c'est exponentiel.
Voilà. Alors ils en croquent, oui, bien sûr, non seulement ils en croquent, mais on a le sentiment, même des preuves directes ou indirectes, que pour être parlementaire, il faut déjà avoir un certain pédigré et être mouillé d'une certaine faction auprès de la justice dans des affaires avec des casseroles qui font beaucoup de bruit quand elles bougent. Sinon, on rentre pas. C'est pas la politique qui crée des casseroles, c'est les casseroles qui créent la politique. Ce que je me fais bien comprendre. Donc à partir de là, évidemment que tout est faussé. Donc il faut aller attraper les quelques naïfs heureux qui refusent de passer à la seconde phase de la perversion, puisque c'est ça qu'il s'agit, hein, et qui nous disent, ben voilà, il se passe des choses bizarres. Vite les attraper par le manche, leur parler, leur dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on croit, et voilà ce qu'on pense que vous devriez faire. Hein. Voilà. Et on a plus de chance avec ces personnes-là qui sont peu nombreuses. Hein, il y a peut-être une petite dizaine dans toute l'Assemblée nationale. Et vers lesquels il faut pouvoir se diriger. On a eu des exemples, on a déjà cité Madame Vonner, ici présent, hein, qui était présente à l'Assemblée, qui ne l'est plus maintenant, hein, son mandat n'a pas été renouvelé. Martine Vonner, et puis qu'y avait-il d'autre? Madame Orion Côte, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était, je dirais bien une bêtise, je sais pas. Donc il y a une deuxième dame. Oui, je crois que c'était Madame Orion Côte, qui aussi nous parle de santé publique et en changeant de temps en temps son discours. Alors on sent qu'elle a été d'un certain côté de la barrière, elle est maintenant de l'autre côté de la barrière, mais elle n'a pas complètement posé le pied de l'autre côté de la barrière. Bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et puis surtout il y a que les gens mal avisés qui ne prennent pas conscience qu'il est temps de changer. Voilà. Donc voilà. Oui, Martine. Oui, je voudrais alimenter un petit peu ce que tu es en train de dire, Philippe, à savoir que ce système de corruption qui est voulu, avec des personnes qui se représentent soi-disant la démocratie, mais qui en même temps sont pris par ce qui est mis en place, permet, par exemple, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de présenter un projet de loi déposé le 15 novembre qui a, dans son article 4, la vocation de punir d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende toute personne qui dénoncerait les graves effets indésirables des médicaments et des vaccins. Je voudrais rajouter, par rapport à ce que tu dis, Martine, c'est que nous, au niveau du Conseil national de transition français, canal historique, quand nous avons des décisions à prendre en ce qui concerne justement les manières pour informer la population, nous nous entourons d'experts. Nous avons des experts, nous avons des personnes qui sont autour de nous ou qui font partie du CNTCH ou qui n'en font pas partie mais qui nous donnent des conseils sur lesquels on s'appuie. On peut parler de notre avocat Maître Z, on peut parler de Iota Angelaki, on peut parler de différentes personnes qui sont médecins, notamment aussi des scientifiques. Et puis toi aussi Martine, dont je remercie encore pour ta présence aujourd'hui. Vous voulez vous investir afin de devenir acteur de votre vie? Eh bien, rejoignez-nous au CNTF-CH. Je vous rappelle d'ailleurs que le CNTF-CH est totalement indépendant et que nous dépendons de vos dons de façon à pouvoir exister de façon interne, hein, évidemment. Allez, excellente fin de journée à vous. Rendez-vous dans 48 heures, ce sera mercredi aux alentours de 19h30. Merci Philippe, merci Bruno, merci Martine. Excellente soirée à vous. Et n'oublions pas les rendez-vous du lundi soir pour celles et ceux qui veulent participer, c'est toujours très intéressant. Donc ce soir c'est le cas. Donc sur les salles dont les numéros sont envoyés aux adhérents par mail. Voilà. Très bien, merci, bonne soirée.